Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu. Je voudrais vous parler d'un livre célèbre des années 90 du siècle dernier, Le choc des civilisations et la refonte de l'ordre mondial de Samuel Huntington. Un livre qui en dit long sur l'actualité d'aujourd'hui. D'ailleurs, je pourrais vous demander, est-ce qu'il figure dans votre liste de lecture? Car il est bon de reprendre les idées clés du livre, et c'est la raison pour laquelle j'essaierai de vous faire un résumé rapide. Avez-vous déjà lu un livre écrit il y a des années et à même de vous choquer par sa prescience? Eh bien, de tous les livres qui préfiguraient l'avenir, cet ouvrage, qui fut très controversé, est peut-être l'un des plus influents. Il a façonné la pensée politique dans tout le spectre, depuis la droite jusqu'à la gauche néolibérale. En fait, il est étonnant de voir à quel point les idées qui ont filtré jusqu'à Bush et Trump sont présentes ici sous une forme naissante. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le livre a été écrit avant le 11 septembre 2001. Et pourtant, il se lit toujours, comme s'il avait été publié hier. En termes simples, c'est l'un des livres qui ont façonné notre vision moderne du monde, même si nous ne l'avons pas réellement lu. C'est une analyse lucide. Il prédit avec précision le rôle des politiques identitaires de notre climat actuel, mais il est aussi réducteur en rejetant les autres cultures et en présentant la politique mondiale comme un jeu à somme nulle où seuls les forts et les impérialistes seraient à même de gagner. Cela fait autant partie de l'esprit du temps qu'une analyse de celui-ci, et d'ailleurs que nous soyons d'accord ou en désaccord avec l'auteur, sa lecture nous rendra d'autant plus sages sur l'état actuel de la politique mondiale. Dans ce résumé que j'essaie de faire avec vous, le livre « Le choc des civilisations et la refonte de l'ordre mondial » écrit par Samuel Huntington nous apprendra également quel facteur surprenant a conduit au renversement du dernier Shah d'Iran, par exemple. La différence entre modernisation et occidentalisation dont nous parlerons, mais aussi comment l'Union soviétique a fait en sorte que l'Occident reste fidèle à ses convictions. Cet ouvrage nous présente une première clé que je vous donne. L'Occident domine toutes les autres civilisations du monde durant ces 700 dernières années. Les civilisations, bien sûr, vous en conviendrez, existent depuis des millénaires. Elles se sont développées lorsque des personnes partageant des cultures, des modes de vie, une religion en commun ont commencé à vivre ensemble, n'oublions pas le territoire, et que des coutumes, des langues et des visions du monde particulières ont émergé. À la fin du XXe siècle, l'auteur estimait qu'il y avait au total 8 civilisations, raison pour laquelle je vous parlais d'une approche réductrice. Occidentale, orthodoxe, islamique, bouddhiste, hindoue, africaine, latino-américaine, chinoise et japonaise. Mais nous le savons, il n'y en a pas toujours été ainsi. En fait, avant 1500, 16e siècle, les civilisations chinoises et islamiques étaient plus avancées militairement, économiquement et culturellement que l'Europe occidentale chrétienne. Il faut attendre la Renaissance européenne pour voir cet équilibre se modifier. À partir de 1500, l'Occident va commencer à accéder à une position de domination mondiale grâce à ses progrès technologiques, à une croissance économique accélérée et à un pluralisme social accru. 2 raisons spécifiques à cela. Premièrement, l'Occident a formé un système international multipolaire. En d'autres termes, des nations proches les unes des autres, comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, même si elles se sont combattues si souvent, finissent par coopérer politiquement et économiquement. Cette coopération a permis à ces nations de se rapprocher, de se renforcer, et ce qui a permis aux idées de la Renaissance de se propager rapidement. Cela a entraîné un boom technologique et des exploits apparemment impossibles, comme ce que nous connaissons comme les voyages transatlantiques, qui sont d'ailleurs rapidement devenus monnaie courante et permis d'aller à la découverte du Nouveau Monde.
En revanche, les civilisations qui vont être découvertes, andines, mésoaméricaines, se sont comportées de manière très différente. Elles n'avaient pratiquement aucun contact les unes avec les autres, jusqu'à l'arrivée des Européens. Ils vivaient très loin les uns des autres et ne disposaient tout simplement pas de la technologie nécessaire pour effectuer un quelconque voyage à la rencontre de cet autrui. Deuxièmement, après 1500, l'Occident a commencé à conquérir et à coloniser. Il disposait de toute la puissance de feu et des technologies de navigation avancées dont il avait besoin pour étendre ses empires commerciaux. Bientôt, l'influence des idées, de la politique et de la religion occidentale vont être ressenties dans le monde entier. Ainsi, l'Occident va devenir l'être dominant jusqu'à aujourd'hui. Clé numéro 2, mes amis, toujours en rapport avec l'ouvrage de Huntington. Le puissant Occident exerce une grande influence sur les cultures des autres civilisations. Quand on y pense, le monde semble être un tout petit endroit. Et cela parce que grâce à la mondialisation économique, motivée par les intérêts commerciaux occidentaux, les produits, les idées, la culture occidentale ont infiltré les quatre coins du monde. Ce n'est pas sans ironie. On peut facilement imaginer un scénario dans lequel un groupe de jeunes hommes du Moyen-Orient, sirotant du Coca-Cola et arborant des vêtements de conception américaine, viendrait à préparer une attaque terroriste contre les États-Unis. Nous ne sommes pas dans le dystopique, mais dans la réalité pure et simple. Un tel scénario ne semble pas invraisemblable, nous le savons. Car à mesure que davantage de produits et d'idées occidentales se sont répandus dans d'autres pays, un sentiment anti-occidental s'est accru dans le cœur de ces pays mêmes. Les dirigeants non occidentaux, par exemple, utilisent souvent la dénonciation de l'impérialisme culturel occidental perçu comme un cri de ralliement, disant à leurs partisans qui veulent préserver leur propre culture d'origine. Ce ressentiment est parfaitement compréhensible, tout comme la peur que sa propre culture soit menacée. Après tout, la culture populaire américaine est largement dominante. Les faits le confirment. Prenez par exemple l'année 1993. 88 des 100 films les plus regardés au monde étaient fabriqués, tournés aux États-Unis. Ne parlons pas de Coca-Cola. Néanmoins, l'auteur affirme que la domination culturelle et économique occidentale ne signifie pas nécessairement que le monde devienne plus occidental. Les penseurs de l'après-guerre froide, donc après 89, comme le fameux historien professeur Francis Fukuyama, affirment que puisque les États-Unis sont la seule superpuissance mondiale, toutes les autres nations suivront son modèle afin de pouvoir commercer efficacement. Le résultat final, selon Fukuyama, sera un monde rempli de démocratie libérale de ce type occidental. Nous savons tous, bien entendu, comment Fukuyama s'est fourvoyé dans ses affirmations. Il y aura un retour de flamme. L'Occident pourrait considérer cette avancée vers une culture mondiale universelle comme une bonne chose. Mais, pour de nombreux non-occidentaux, un tel mondialisme universel représente la destruction de leur propre culture. Ainsi, même si le monde non occidental continue de se moderniser, le monde dans son ensemble devient de plus en plus résistant à la culture occidentale. Pour comprendre pourquoi, il est essentiel de différencier deux processus convergents dont je vous avais présenté les concepts, la modernisation et l'occidentalisation. Commençons par les regarder maintenant. Pour cela, une troisième clé. La modernisation accrue a entraîné un éloignement du pouvoir de l'Occident. Si vous voulez comprendre pourquoi la poussée de la modernisation dans les pays non occidentaux n'a pas conduit à une occidentalisation accrue, il est essentiel de comprendre ces termes avec précision, car ils sont souvent confus. La modernisation est le processus par lequel les pays en développement atteignent les niveaux occidentaux d'industrialisation, d'urbanisation et d'éducation. Il s'agit donc, vous le comprenez,
d'un développement purement et simplement économique et social. L'occidentalisation, quant à elle, est le processus par lequel les valeurs culturelles occidentales de liberté, de libéralisme et de laïcité se propagent et créent une culture mondiale universelle. Ainsi, l'Occident modernisé pourrait devenir le leader mondial en matière de progrès technologique, de force militaire et de puissance économique. Mais cela ne signifie pas pour autant que d'autres civilisations s'occidentaliseront culturellement. En fait, paradoxalement, parce que l'Occident a poussé si fort la modernisation, d'autres civilisations ont progressé sans avoir besoin d'adopter ces valeurs occidentales. La Chine, la Corée du Sud, le Japon en sont les meilleurs exemples. Ils ont réussi à se moderniser selon les normes occidentales, ce qui leur a permis de promouvoir plus facilement leurs propres valeurs culturelles autochtones, tout en ignorant celles de l'Occident, entendez bien. De plus, des modernisations non occidentales réussies peuvent conduire à un éloignement du pouvoir de l'Occident, ce que l'auteur Huntington appelle la résurgence islamique, qui en est un exemple probant. Ma prochaine émission sera la suite de ce propos-là. Je ne vous dis pas tout aujourd'hui, mais je vous dis, et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission, et je vous souhaite le mieux et le meilleur. Shalom, shalom. Toda Rabba.